Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de novembre. Sentez-vous le vent de changement? Moi, oui. J'ai très hâte de vous parler de mes lectures. Là, on est au tout début du mois de novembre parce que, tu sais, j'essaie de filmer mes avis au fur et à mesure que je lis les livres. Et sachez que j'ai un coup de cœur dont je vais vous parler très prochainement. Une grosse lecture. Je vais vivre une dépression littéraire suite à la fin de cette lecture. C'est un coup de cœur qui s'en va définitivement dans mon palmarès de 2024. Que wow! Mais bon, avant, j'ai d'autres petites choses dont j'aimerais vous parler. Ce petit livre-là, pour tout âge, pas nécessairement, en fait, pas vraiment pour un public jeunesse. Un matin dans mon univers de Marjolaine Beauchamp et de Virginie Heger, je sais pas si ça se dit comme ça, son de famille. C'est très joli, puis ça aborde une journée dans la vie d'un garçon qui est atteint de paralysie cérébrale. Ça se lit super rapidement, très facile à comprendre. Je dis que c'est pas nécessairement jeunesse parce que, tu sais, je réfléchissais comme dans quelle occasion je pourrais lire un ouvrage comme ça à mes élèves. Puis je me disais, oui, peut-être pour aborder la différence, mais tu sais, si j'avais un élève qui était atteint de paralysie cérébrale, c'est quand même assez spécifique. Donc c'est pour ça que je pense que ça sensibilise, mais que c'est peut-être plus pour un public plus vieux, pour quelqu'un qui est en contact avec une personne atteinte de paralysie cérébrale, parce que sinon, tu sais, je pense que les enfants comprendraient pas nécessairement pourquoi on raconte cette histoire-là, ça aurait peut-être moins d'impact. Donc, tu sais, c'était peut-être la petite chose à laquelle je réfléchissais en lisant cet album-là. Il y a des livres qu'on se dit, tu sais, on essaye de lire des ouvrages pour que ça résonne et aussi dans un bon moment pour les élèves. Donc celui-là, j'étais comme, tu sais, on dirait que j'arrivais pas à trouver, à moins qu'ils connaissent quelqu'un ou tu sais, qui a une réalité familiale et tout ça. Mais sinon, j'étais comme, je pense que c'est plus pour sensibiliser un public plus vieux. Donc, parlons roman. Tu sais, j'ai lu des petites choses pour d'autres petits concepts. Je vais vous en parler rapidement. La première chose, le premier roman qui m'a fait sentir que le vent était en train de tourner dans ma grande noirceur livresque, c'est Le Manoir Hillcrest de Sandra Dussault et les illustrations sont faites par Martin Côté. Sandra Dussault, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, malgré qu'elle n'écrit quasiment pas pour les adultes. J'aimerais tellement ça! Mais bon, c'est pas nous qu'elle aime. Ça a l'air, c'est plus le public jeunesse. Donc ici, c'est quand même une histoire assez jeunesse, c'est écrit assez gros, en fait très gros. Ça se lit très rapidement. Dans le manoir Hillcrest, on va suivre Finnegan qui habite dans le manoir avec ses parents et son frère. Et ce manoir-là, il est très noir. Tu sais, les fenêtres sont comme cachées. C'est difficile de voir la lumière à l'extérieur. Il y a des peintures et des trucs qui font vraiment peur dans ce manoir-là. L'ambiance est comme morbide, c'est sec. Ses parents sont vraiment comme pas super sympathiques. Ils ont pas d'attachement pour eux, sont pas vraiment comme doux et gentils. Ils ont pas d'amour, d'affection à leur donner. C'est très protocolaire, froid, robotique. Donc, ils ne sont jamais sortis, lui et son frère, de ce manoir. C'est la mère qui fait l'éducation-ish. Elle pose des questions très étranges, des tests de mémoire et tout ça. Donc, on va suivre Finnegan dans cette maison, dans ce manoir aux allures lugubres. Il y a des petits mystères, des situations un peu étrange, une vie qui n'existe plus comme nous on l'entend. C'est ça qui s'est fait dire, qu'il y a eu un événement, puis depuis cet événement-là, les humains sont plus comme ils étaient avant, sont rendus des monstres, on peut pas sortir à l'extérieur au risque de mourir et tout ça. Donc, on va découvrir l'univers de ce livre-là. Je vais pas en dire trop parce qu'il y a comme, tu sais, il y a quelque chose qui va se passer dans ce livre-là. Au départ, j'avais vraiment l'impression de lire quelque chose de très similaire à Mexican Gothic de Moreno Garcia. C'est quoi son prénom? Je me souviens plus. Sylvia? Mexican Gothic, c'est quand même plus adulte. Ici, on est vraiment plus dans la jeunesse, mais il y avait, tu sais, comme le manoir, les gens qui sont weird, des situations qui sont inquiétantes, bizarres, des non-dits, c'est froid, c'est protocolaire. Il y avait vraiment comme
des similarités par rapport à tout ça. Puis, ben, sachant que j'ai beaucoup aimé Mexican Gothic, qui était dans mon top l'année passée même, ben, j'aimais beaucoup cette atmosphère-là aussi dans le roman. Et il y avait quand même de l'action qui se passait assez rapidement. On n'était pas dans le descriptif tant que ça de la chose. Il y avait plein de choses qui se passaient, puis on est dans la tête de Finnegan qui lui-même se pose des questions. Il se passe des choses étranges, on vit avec lui certaines situations. Tout ça est très intriguant. Donc, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis rapidement attachée à Finnegan, puis à sa situation, puis essayer de comprendre avec lui qu'est-ce qui se passe, puis en même temps, découvrir des choses avec lui. Donc, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai vraiment aimé l'ambiance. Je trouve que ça se faisait super bien. Donc, petite bulle de bonheur ici dans ce roman-là. La fin aussi, j'ai trouvé ça très, très excellent. Tu sais, je veux vraiment pas en dire parce que ça se divulgage vraiment trop, ce livre-là, si on en dit trop. Donc, je garde ça très bref et je garde le couvert de tous ces secrets. Mais j'ai bien aimé, définitivement. Alors, voilà pour la première victoire du mois de novembre, mais pas la dernière. La deuxième lecture que j'ai faite, ben, deuxième, troisième, en tout cas, c'est pas plus un roman, c'est un recueil de poèmes, Poèmes dégénérés de Névé Dumas. Moi, puis la poésie, là, tu sais, je pourrais pas vous en parler longtemps. C'est une poésie qui est très abstraite, qui est très portée sur la nature. Donc, on n'est pas dans mes cordes avec ce roman-là. J'ai tout lu. Je me suis demandé si j'aurais dû abandonner, mais en même temps, j'essaie de voir le potentiel, puis essayer de comprendre ce livre-là, sachant que c'est très, 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 très loin de moi. Donc, si vous êtes plus dans ces eaux-là de nature, d'abstraction, de métaphores, d'images, peut-être que ça va vous parler, mais moi, je n'y étais pas. Et là, je voulais arriver là pour vous parler de mon coup de cœur. Peut-être que je vais en avoir d'autres, mais Maps du futur ne le sait pas encore, mais là, je viens tout juste de le terminer et je n'ai pas le choix de vous filmer ça, je n'ai pas le choix de vous en parler. Il est même pas sorti à l'heure actuelle où je filme ça, mais lorsque vous allez voir la vidéo, ben oui, il sera publié parce qu'il sort en librairie le 11 novembre. Sélection artificielle, le premier tome, la première partie de 2, une duologie. La première partie se nomme La Décodeuse, livre écrit par Stéphanie Sylvain aux éditions du Bouclier et je remercie les deux parce que ça m'a été envoyé en service de presse. Et là, vous me connaissez un petit peu, service de presse ou pas, ça change absolument rien dans mes critiques. Il y a d'ailleurs un service de presse actuellement qui est encore sur ma table de chevet que j'ai commencé et que je ne termine pas, que je n'arrive pas à terminer. Donc, ça change rien. Je dis exactement ce que je pense. Je suis une personne beaucoup trop sanguine et émotive pour filtrer mes émotions. Alors là, toute la joie et tout le bonheur que j'ai actuellement, ce sont des vraies émotions. De quoi ça parle ce livre-là? On est dans le futur, on est dans une dystopie où la civilisation a pris une tangente axée sur la performance. Donc, tous les citoyens doivent optimiser leur rendement, doivent être le plus performant possible. Il y a comme beaucoup de technologies qui fait en sorte qu'ils calculent le taux de rendement des citoyens et tout ça. C'est vraiment important d'étudier le plus possible, d'être le meilleur dans les examens, d'être le meilleur au travail, mais ne pas perdre son temps. Comme la performance, c'est ça que tu dois avoir en tête tout le temps. Au travers de tout ça, il y a des castes dans cet univers-là. Donc, alpha, bêta, gamma, delta, zeta, epsilon. J'ai skippé l'ordre entre les deux derniers. Attendez, je vais recommencer. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et zeta. Zeta, j'avais jamais entendu parler de ça. Au début, j'étais comme, OK, je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais ça fonctionne très bien. Alpha, c'est le top. Puis, zeta, c'est presque des déchets, on s'entend, donc dans cette société-là. Peu importe, lorsque tu nais dans une caste alpha, ta vie va être vraiment plus facile que quelqu'un qui est né dans la caste zeta. Parce que alpha, tu vas avoir la technologie la plus avancée. Ton taux de rendement, là, même si c'est pas le meilleur, tu vas avoir des avantages parce que tu es un alpha. Tout va être fait et pensé pour que tu sois le meilleur et que tout soit mis en place pour que tu exerces le plus de potentiel de ta personne. Tandis que Zeta, c'est quasiment comme
pas avoir de maison ou presque. Tu sais, il y a rien nécessairement qui est pensé ou qui est personnalisé pour toi. C'est du mobilier qui peut-être fonctionne à peine, mais ça te permet pas d'être vraiment très performant. Donc, tu dois traverser cette adversité-là au préalable juste parce que tu es né dans une caste Zeta. Et ça fonctionne avec ta famille, donc tes parents. Si tu as 2 parents alpha, ça se pose pas la question, tu vas devenir un alpha. Si tu as un parent alpha puis un parent bêta, mais là, ils peuvent choisir, en tout cas, ils devraient choisir alpha, mais bon, ils peuvent choisir la caste qu'ils vont donner à leurs enfants. Puis bon, les enfants, on s'entend que ça rend pas très prolifique et très performant, donc on n'encourage pas les gens à faire des enfants. On encourage à ce qu'ils soient placés en orphelinat puis que quelqu'un d'autre s'en occupe. Mais là, s'ils s'en vont en orphelinat, ben, oubliez ça, leur caste, c'est à peu près rien. Donc, c'est un univers, là, ma foi, très intéressant. Donc, nous, on va suivre Daphné. Et comment on sait dans quelle caste les gens sont? C'est avec la première lettre de leur prénom. Donc, Daphné est D, donc Delta. Et Daphné, c'est une petite fille au départ qu'on va rencontrer, qui est née dans cette famille de caste Delta, qui ont connu l'ailleurs avant que la société se ferme et soit aussi axée sur la performance de toutes les façons possibles et de tous les aspects possibles. Donc, son père faisait partie un petit peu d'un mouvement de révolution. Sa grand-mère, elle a connu l'ailleurs, et même sa mère, si je me trompe pas. Donc, tu sais, elle rêve un petit peu à ça, en sachant que c'est pas possible aujourd'hui et que c'est dangereux aussi d'y penser. Mais elle a cette historique-là quand même dans sa famille. Puis Daphné, c'est quelqu'un qui veut bien faire, qui veut bien plaire, qui a des très bonnes capacités académiques, qui veut devenir ingénieur, qui est super bonne à coder, puis dans tous les trucs informatiques, la programmation informatique, tout ça, elle est vraiment très, très, très douée là-dedans, puis ça la passionne. Donc, tout au long de sa vie, elle va faire des recherches, puis elle va étudier plus fort que les autres pour avoir un vraiment grand taux de performance. Mais pauvre Daphné, c'est une delta, donc il y a des limites à ce qu'une delta peut faire dans la vie. Genre, l'université, c'est pas accessible pour les gens qui sont en bas de gamma. Vous comprendrez? Peu importe leur taux de rendement, ça se passera pas. Donc, elle va vivre beaucoup d'injustices et d'inégalités sociales tout au long de sa vie. Puis ça va faire vivre des petites flamèches en elle. C'est quelqu'un qui est quand même assez prudente, mais que parfois, elle veut tellement aider, elle veut tellement rectifier les inégalités qu'elle va essayer des petites choses qu'elle ne considère pas comme de la révolution ou comme une rebelle, mais ça va peut-être avoir l'air de ça. Il faut faire quand même très attention parce que c'est dans une société très contrôlée. Puis, mais les gens qui sont dérangeants, on les écarte. Donc, elle a cette famille, tout ça qu'elle veut conserver. Il va falloir qu'elle fasse attention parce que c'est toujours un risque à prendre dans des sociétés aussi strictes et serrées. Je m'arrête là. Mais ouf, quel roman. L'univers, la construction de l'univers, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien construit. J'ai tout aimé, j'ai trouvé ça tellement plausible. Toutes les phrases qui mettent de l'avant la performance, le rendement, je lisais ça puis j'étais comme je déteste une société comme ça, mais j'y croyais tellement, c'était ancré, c'était vraiment là complètement immergé dans un univers où la performance, c'est tout ce qui est important, ben ça, là, ça reflétait exactement ça. Je le voyais complètement, j'y croyais complètement. Les castes, c'était super intéressant, puis de vivre les inégalités, de vivre les injustices avec cette belle petite protagoniste tellement attachante qui est Daphné. J'ai embarqué aussi avec elle là-dedans, puis ça me faisait du mal, puis je lisais ça, puis j'étais comme « Of course que c'est pas juste, of course que ça se passe comme ça », j'y croyais au bout, j'étais vraiment insultée, puis j'ai ça aussi en moi, là, cet aspect comme qui aime pas les injustices, puis que ça me travaille, fait que j'étais vraiment avec elle là-dedans, là. C'était une protagoniste qui avait un peu mes yeux dans cette situation-là. On avait vraiment des visions similaires, donc j'étais vraiment avec elle, puis tout ça me choquait, j'avais une gamme d'émotions, je passais par plein d'émotions tout au long de ce livre-là. C'était des montagnes russes. Donc, univers super bien construit, super intéressant.
Et ça fait vraiment franchement peur parce que moi, j'aime la dystopie, mais ça me fait faire des cauchemars aussi parce que je me dis, mon Dieu, ça se pourrait là, que la société, elle aille là, puis arc, puis voyons donc, vraiment intéressant, l'univers et tout ça. Les personnages, j'en ai parlé un petit peu. Il y a Daphné, il y a Doris, qui est sa grand-mère, Mamie Doris, Dionne, qui est sa mère. J'ai tout aimé cette belle lignée de femmes-là. On a des hommes. Ils sont pas tous absents. On a le père, forcément, qui est absent parce que la rébellion, ben, il a subi les affres de cette rébellion-là. Il y a le frère de Daphné, qui est, ma foi, un moineau très intéressant. Je sais pas où est-ce que je me... En fait, non, j'ai une forte idée où est-ce que je me situe. Je l'aime pas tant que ça. Mais il est intéressant parce que il est vraiment un exemple des ravages qu'une société comme ça peut faire à un individu lorsque tu dois survivre sur le fait d'être performant, puis comment les gens peuvent essayer de prendre des raccourcis ou comment les gens peuvent essayer de mettre tout en branle pour être le meilleur des meilleurs. Donc, je trouve qu'il est quand même intéressant au niveau psychologique par rapport à tout ça, puis il est quand même très différent de Daphné. Puis il va y avoir un autre homme, ben il y en a deux autres qui sont, ouais, ma foi, les personnages, je les ai tous trouvés très intéressants, très différents, avec leur propre personnalité, leur propre âme. Je comprenais très bien qui ils étaient, c'était quoi leurs objectifs. Vraiment beaucoup aimé ça. L'ambiance, ben ça rentre un petit peu avec toute l'histoire et tout ça. J'étais complètement immergée. Je vous l'ai dit, j'ai vécu plein d'émotions fortes, des montagnes russes d'émotions. J'ai dévoré ce livre-là. C'est presque 500 pages. J'ai tellement dévoré. Puis tu sais, même si là, j'arrivais fatiguée du travail, on dirait que là, j'étais relaxée. Ça m'aidait à me détendre de ma journée de lire, là. C'est pas ça qui s'est passé dans les derniers mois, pas du tout, là. Lire, ça devenait difficile lorsque j'avais passé des journées difficiles, mais là, j'étais complètement ailleurs. Ça me faisait tellement du bien. L'écriture, wow, l'écriture, ça se lit tout seul. C'est super fluide, c'est super bon. C'est un roman complet qui est excellent. C'est vraiment un super beau roman. Puis là, je ne peux pas concevoir que je vais devoir attendre genre 2 ans pour avoir la suite parce que, ben forcément, ça nous laisse pas sur un cliffhanger, mais ça nous laisse sur plein d'émotions et plein de revirements de situation. C'est sûr que j'ai hâte que tout soit recousu ensemble et dénoué, mais c'est satisfaisant comme fin, mais aïe aïe que j'étais pas prête à aller là. Ça m'a fait mal. J'ai eu des émotions, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine. Donc voilà mon gros coup de cœur du mois de novembre. Wow, quelle lecture, je n'en reviens pas. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez la dystopie, si tout ça vous parle, lancez-vous parce que je ne peux pas concevoir que vous allez être déçus. En fait, vous ne pourrez pas être déçus. C'est du bonbon, ce livre-là. C'est vraiment très, 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 très bon. Ça me fait un petit peu penser aussi au début, mais tu sais, comme les directions sont très différentes, mais au début, j'avais un petit peu des vagues similaires à Exa de Gabriel Filto-Shiba. Ben oui, c'est sûr qu'on est dans des dystopies, puis tu sais, il y a comme un ailleurs, ça s'appelle pas comme ça dans Exa. Il y avait comme, puis tu sais, la famille qui est un petit peu dans la rébellion, mais qui essaie de rester droite pour faire son coup au bon moment. Il y avait un petit peu ça dans les deux ouvrages, mais c'est sûr que là, on est vraiment plus dans l'environnement, puis on n'est pas dans la société contrôlée tant que ça dans Exa, on est beaucoup plus dans l'ailleurs que dans la société. Donc, mais il y avait un petit quelque chose là-dedans, là. Puis c'est intéressant parce que les deux, ça s'en va dans mes tops. À moins que, mais c'est bien parti. J'ai lu la suite de Jusqu'à ce que ça fasse bang, qui se nomme L'univers ne peut naître qu'une seule fois, d'Alexandra Larochelle. C'est difficile quand même de parler du deuxième tome sans vraiment divulgacher le premier, mais dans le premier, on suit une histoire de deux jeunes, 17, 18, 19 ans, il me semble que c'est 17 ans, parce qu'elle s'en va au cégep, puis elle va rencontrer un gars, ça va être l'amour fou, mais ça va devenir une relation toxique, pas violence physique, mais violence psychologique. Puis dans le premier, c'est vraiment comme un roman épistolaire, ce qui continue aussi dans le deuxième. Elle va nous raconter là, les débuts de leur relation, puis tous les petits moments qui ont fait en sorte qu'elle se sentait vraiment comme ça fonctionne pas, là, il y a des choses qui fonctionnent pas. Elle a essayé d'en parler, ça n'a pas nécessairement abouti, ça n'a pas fonctionné de la façon qu'elle le voulait. Puis là, ici, on est dans, je dirais, un deuxième chapitre. On est un petit peu comme dans le « et après », une fois qu'on a mis un terme à cette relation-là,
comment on passe à autre chose, comment on est capable d'avoir des nouvelles relations qui ne sont pas toxiques, comment on peut refaire confiance à des gens, comment on vit avec les traumatismes qu'on a vécus, la peur d'avoir un conjoint ou quelqu'un dans notre vie qui va réagir de la même façon que la personne qui réagissait avant, notre ex, puis comment aussi on vit avec le fait que lorsque c'est pas la réaction qu'on a déjà vécu, tu sais, c'est comme c'est déstabilisant. Tu sais, on a des flashbacks de ça. Je trouve qu'il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de choses vraiment très, très belles dans ce roman-là. Je trouve que c'est bien expliqué. Je pense que on peut vraiment comprendre comment la protagoniste, elle a été prise dans cette relation-là, puis ce qu'elle vit après, les traumas qui restent de tout ça. J'ai moins cliqué dans celui-là que dans le premier. Dans le premier, j'ai vraiment senti comme si moi, ça aurait pu m'arriver. Dans le premier, j'ai vraiment senti comme si ça aurait pu être mon histoire à moi aussi. Je me voyais en Maëlia avec toute mon innocence et le fait que je suis pas capable de déplaire et tout ça. Ici, c'est un petit peu différent parce que on a quand même cette histoire-là de grosse peine d'amour et c'est pas quelque chose que j'ai vécu dans mes relations. Faut dire que je n'ai pas vécu de relations toxiques comme Maëlia, donc ça aussi, ça rajoute une couche. Mais tu sais, j'ai jamais vécu là, le gros stéréotype des gens qui braillent leur vie pendant des heures et des jours sur leur ancienne relation. Donc ça, j'avais comme un petit peu de mal à comprendre, même si je pouvais comprendre qu'ici, il y avait quand même une couche de plus avec le fait que la relation le laissait diminuer, elle, à la fin de tout ça. Donc ça, c'était peut-être comme le petit hic pour moi. Il y a aussi une petite chose qui m'avait dérangée aussi, c'est que j'ai l'impression que tout le monde comme était d'accord avec le fait que c'était pas une relation super saine, puis qu'elle avait pas l'air épanouie, mais il y a comme personne qui a fait un petit message. Je comprends qu'on peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés, mais j'ai vraiment l'impression que c'était une protagoniste qui aurait pris la perche de quelqu'un qui dit « Hey, je suis pas sûre là, qu'il est correct avec toi. » Fait que, tu sais, il y avait vraiment des petites choses comme ça qui me chicotaient. Puis l'autre chose, je pense que j'aurais vraiment pris en un tome. Je pense que, bon, page-wise, je comprends que ça soit en 2 tomes, mais moi, je l'aurais vraiment pris en un. Je vois pas nécessairement la nécessité de le séparer en 2. Je trouve que c'est une histoire qui aurait vraiment dû être en un tome, mais sinon, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Je trouve qu'il y a des beaux personnages à l'intérieur de tout ça. Il y a vraiment, on sort des clichés au niveau des personnages. Il y a des deuils aussi. Il y a vraiment des situations qui m'ont surprise où je pensais pas que l'autrice allait aller, des deuils d'amitié, des deuils d'amour. Donc, vraiment riche pour les thématiques abordées dans ce livre-là. Par la suite, j'ai fait un abandon. Hein? J'ai vécu un abandon. En fait, le signet est encore là, mais j'ai lu 164 pages sur 600 des Tommyknockers de Stephen King, qui était le live de la chaîne de Sylvain Desmenti. Tout le monde commence par un S ici. Écoutez, c'est une fille qui va marcher dans la forêt, qui tombe sur un vaisseau spatial, qui se met à gratter pour le trouver. Puis, ça a des effets sur elle. Elle va en parler à son meilleur ami. Puis, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer, j'imagine, dans ce roman-là, parce que je l'ai pas lu au complet. Je vous avouerai que je me suis pris tard pour le lire, mais il y avait des moments que j'ai vraiment appréciés, mais d'autres que c'était vraiment des passages à vide. Puis j'avais plus le temps là, avant le live, donc j'ai eu une semaine assez mouvementée, j'étais pas capable de lire, certainement pas ça. Donc c'est mort. Mais après ça, j'ai écouté le live et je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse. Puis il disait qu'il y avait comme 3 parties. La première partie avec nos 2 personnages, là, Bobby et Jim. Puis une deuxième partie un peu comme en recueil de nouvelles. Puis une troisième partie où on revient avec nos 2 personnages. Puis j'étais comme j'aurais abandonné là, cette deuxième partie comme en recueil de nouvelles où il y a 1 million d'autres personnages qui approchent et qui viennent voir le vaisseau. Là. Donc, je pense que je l'aurais abandonné de toute façon. Je l'ai juste abandonné de manière préventive. Donc, je peux pas vraiment vous en dire plus que ça. C'est pas le premier ouvrage que j'abandonne de cet auteur. J'ai abandonné Bazar, qui était un des premiers que je voulais lire. Je pense que ça aurait été moins pire en audio. Étrangement, les trucs lents fonctionnent mieux pour moi de cette façon-là. Mais bon, j'ai pas vraiment donné sa chance, mais je pense pas que ça aurait été un coup de cœur de toute façon. Et j'aimerais vous parler de ce petit essai-là, Le chemin le plus sombre de Astrid Abrahamian.
Difficile de vous en parler vraiment beaucoup parce que, j'ai un cerveau qui a de la misère à emmagasiner les informations et à être capable de les transférer en vidéo et de vous dire la bonne information, mais on parle du génocide des Arméniens, un génocide dont on ne parle pas, dont on n'entend pas parler. On a toujours entendu parler de l'Holocauste et il y a d'autres génocides du Rwanda, mais génocide arménien, non. Et il y a vraiment tout un contexte historique, il y a vraiment tout un contexte politique, un contexte géographique au travers de ça. Astrid Abrahamian, elle a écrit Les Montagnes Noires qui parle justement de ça, que j'avais bien aimé. C'est un roman. Et là, on la relit dans un format vraiment plus personnel, avec des informations qui lui tiennent à cœur, un historique familial, une vie qu'elle ne peut s'imaginer et un désir qu'on lui rende justice, qu'on rende justice à son peuple, avec toute la complexité que ça peut avoir. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est tout petit, ça se lit très, très rapidement, mais je pense que ça vaut vraiment la peine, le chemin le plus sombre, pour découvrir un pan de notre histoire qui est méconnu, / comme complètement rayé de la carte. Il y a des gens qui sont même pas capables de dire que ça a existé. Il y a comme une situation avec les Turcs, il me semble, puis les Turcs qui disent que non, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, juste pour la validation de ce peuple-là, puis de tous les traumas qu'ils ont vécus, je pense que c'est vraiment nécessaire d'en parler plus. On termine le mois de novembre avec 3 lectures, dont une vraiment très, très bonne. Donc, ce mois de novembre aura été un bon mois. Un livre que j'ai reçu en service de presse des éditions Aninorak au mois de septembre. Ouais, ça m'a pris 72 jours le terminer. Je l'ai commencé et au mois de novembre, je l'ai recommencé parce que ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là. Je vous parle du livre Dieu n'est pas là aujourd'hui de Francine Cunningham. C'est un recueil de nouvelles avec une thématique similaire là, de vie difficile, de situations plutôt sombres, je dirais. Je voudrais que c'est difficile à résumer plus que ça. On est avec beaucoup de personnages à l'intérieur de ce livre-là. Ils ont des histoires différentes, des quêtes différentes. Il y a des nouvelles plus longues, des nouvelles plus courtes. Donc, outre cet aspect-là de personnages qui cherchent à se trouver, il n'y a pas vraiment d'autre chose dont je peux vraiment vous dire et vous parler à propos de ce livre-là. Lorsque je l'ai commencé, la première nouvelle, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et j'avais comme envie que ça continue dans ce sens-là. Il y a comme une première partie, puis les personnages reviennent. Donc, on suit quand même les mêmes personnages au fur et à mesure que les petits... c'est pas nécessairement des petits chapitres. Ouais. Les petits chapitres s'alternent. Et ça m'a pris un petit moment à comprendre que comme lorsque ça disait, par exemple, cœur, c'est tout le temps le même personnage. Et aussi que ça faisait référence à une partie de leur corps qui avait été modifiée, changée, tu sais, dans le sens qu'il y a un personnage, je pense que c'est un œil, puis maintenant, elle a eu un don d'organe d'un autre œil, il y a quelqu'un qui c'est peau, puis même chose, quelqu'un qui c'est poumon, donc ils ont ça en commun, ces personnages-là, de la première partie. Lorsque je l'avais lu la première fois, ça m'avait pas semblé si évident que ça, puis j'avais un petit peu de mal à m'y retrouver, mais là, au moins, j'avais ce filon-là pour me replacer dans quelle histoire on est. Malgré tout, j'ai trouvé ça quand même assez chambranlant pour rester investi avec ces personnages-là. Et là, ben, je me suis rendu compte, parce que je m'étais pas rendue à cette page-là, qu'il y a par la suite d'autres nouvelles. On sort de ces personnages-là qu'on suit pendant un petit bout avec complètement d'autres personnages. Et encore une fois, c'est un petit peu en dents de scie pour moi. Il y a des nouvelles que j'ai vraiment appréciées, que j'étais vraiment investie, d'autres que très indifférentes. J'avais de la misère à me garder concentrée, à rester investie, intéressée. Et je l'ai terminé, je vous dirais, parce que j'avais vraiment pas envie de pas le terminer. Je voulais comme aller au bout de cette histoire-là. Bon, c'est un service de presse, peut-être ça aussi, mais malgré tout, ça faisait quand même vraiment beaucoup de jours, là, comme des mois que je l'avais mis de côté parce que je le sentais pas. Et pendant la première fois, j'y arrivais juste pas. Donc, c'est ça. Ça n'a pas vraiment changé mon ressenti. J'ai trouvé que c'était une lecture quand même laborieuse. Il y a des éléments qui reviennent, comme l'odeur de lavande et de citron. Mais
vraiment pas assez pour moi, là. J'ai de la misère à en parler parce que c'est ça, ça m'a rendue très indifférente comme ouvrage. J'ai parcouru ça, il y a des nouvelles intéressantes. La première, celle avec les filles au bar de striptease puis les vols, mais comme sinon, ça a pas fonctionné. Par la suite, j'ai écouté un livre audio. C'était vraiment pas une lecture prévue. Je me cherchais quelque chose à écouter en auto et j'ai vu ce titre-là, Le problème à trois quarts de Liu Cixin. J'espère que ma prononciation est pas pire. J'ai regardé sur Google comment dire ça. Et je me souvenais que Sous le ciel, on avait parlé puis qu'elle avait beaucoup aimé ça. On dirait que ça m'appelait. J'avais pas nécessairement d'autres raisons. Il y a d'autres livres aussi que j'avais vu passer, mais celui-là, il y avait un petit quelque chose qui me disait viens m'écouter parce que tu vas peut-être aimer ça. J'avais aucune idée là, vraiment dans quoi je m'embarquais. C'est de la science-fiction assez poussée. De quoi ça parle ce livre-là? C'est un ouvrage, un roman, une trilogie de science-fiction très poussée. Et dans le premier tome, on est autour de théories de physique et scientifiques très, très poussées. Et entre autres, comme le titre le dit, de la théorie du problème à trois quarts. Donc, si on a trois quarts en mouvement, combien on est capable? Est-ce qu'on est capable de prévoir leur déplacement puis de voir une régularité avec ces trois objets-là? Et aussi, on va parler d'extraterrestres. Donc, est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on pourrait possiblement avoir un contact avec des extraterrestres? Et dans ce roman-là, est-ce que c'est arrivé? Si oui, qu'est-ce que ça va enclencher? Parce que ça peut enclencher bien des choses, dépendamment de qui envoie le message et qu'est-ce qui est reçu. On va dire ça comme ça, OK? Donc, extraterrestre, science-fiction très poussée. Qu'est-ce que j'ai pensé de ma lecture? Au début, là, j'étais, ma foi, vraiment incertaine dans quoi je me lançais. Il y avait beaucoup de personnages, puis dès que j'étais investie dans ce qui se passait, on changeait de personnage. Donc, ça me déstabilisait vraiment beaucoup. Il y avait aussi forcément un volet scientifique ultra poussé. Parfois, il y avait de longues conversations ou des informations là, pendant plusieurs pages, puis j'étais pas assez connaissante, je me sentais vraiment pas assez brillante pour comprendre tout ce que l'auteur est en train de me dire, de quoi il était question. Je vous dirais que c'était pas désagréable, mais parfois je me sentais vraiment perdue. Donc j'écoutais parce que c'était en livre audio, puis je pense que c'était plus facile pour moi comme ça qu'avec mes yeux. Je pense que je me serais vraiment découragée, puis j'aurais trouvé ça très très long et ardu. Mais là bon, j'écoutais puis j'essayais de conduire en même temps, ou j'essayais d'écouter puis je conduisais en même temps. Donc ça allait quand même relativement bien. Mais ce roman-là, il est vraiment porté, son souffle, c'est l'histoire. L'histoire est vraiment intéressante. Elle est vraiment intéressante et elle est ficelée de main de maître. C'est très, très, très intelligent, très réfléchi. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Plus l'histoire avance, puis plus je me disais, oh mon Dieu, qui nous a parlé de tout ça pour cette raison-là. Tous les morceaux embarquent les uns dans les autres. Ça fait un casse-tête, ma foi, incroyable. J'arrivais même pas à me dire comment cette personne-là a pu penser à ça avant. C'est vraiment là énorme comme histoire et c'est super intéressant parce qu'on est un petit peu dans le retour dans le passé, dans le présent et on se rend compte que tout ça a de l'impact puis que rien qui est mis là pour rien. Donc ça, c'est vraiment l'histoire qui guide ce roman-là. C'est pas tant les personnages. Oui, c'est sûr qu'ils sont attachants, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, on finit par parfois un petit peu être mélangé, puis on comprend que c'est pas nécessairement les personnages qui font l'histoire, mais plutôt ce qui s'est passé à tous ces personnages-là, ou de manière individuelle, puis à l'échelle de groupe, ça peut faire une différence. Il y a des concepts parfois qu'on comprend pas, puis après ça qui sont expliqués. Donc, il faut vraiment comme se laisser un temps puis se laisser aller avec cet ouvrage-là. Mais j'ai trouvé que la ride était vraiment le fun, que c'était vraiment divertissant. J'ai passé un solide moment, puis j'avais le goût d'y retourner, puis de découvrir d'autres choses, de comprendre d'autres choses et de me laisser aller dans cet univers-là que l'auteur a créé avec, ma foi, une intelligence hors norme. Donc, ça a vraiment été une belle lecture. J'ai hâte de m'embarquer dans la suite. Je pense pas que ça va prendre trop de temps parce que, ben,
En audio, ça se lisait quand même bien, puis j'ai entendu dire que le deuxième tome, il est ma foi excellent, et avec tout ce qui a été mis en place dans le premier, j'en ai aucun doute que des trucs assez flyés et intéressants et difficiles, des dilemmes et tout ça qui vont se passer, donc vraiment là, une très bonne lecture. Et en parlant de très bonne lecture, je termine ce mois-ci avec un autre gros coup de cœur. J'ai l'impression qu'il pourrait se classer, se trouver une petite place dans mon classement de fin d'année. Et je vous parle du livre Poudreuse de Sophie Lalonde-Roux, publié à la maison d'édition L'Instant Même. De quoi on parle dans ce livre-là? En fait, on va suivre un personnage qui se nomme Lou Antoine, qui est assez jeune, je vous dirais cégep-ish. Puis, à cet âge-là, il est déjà pas mal à fond dans la consommation de drogue. Donc, c'est pas casual, c'est très fréquent. Il y a un mal-être, un mal de vivre, ce personnage-là. Puis, ben, il est rentré dans la drogue et là, il est forcément très dépendant de ça pour se sentir différent, pour pas avoir ce mal de vivre-là, pour pas ressentir ces choses-là à tous les jours. Lou, Antoine va tomber amoureux d'un gars, puis leur relation va y faire vraiment beaucoup de bien. Ça va être très salvateur pour lui, mais ça empêchera pas ces enjeux de consommation-là qu'il a, parce qu'il faut plus que ça. Il va se passer beaucoup de choses, puis Lou Antoine, qui habite à Montréal, va déménager en Gaspésie pour essayer de devenir sobre, pour essayer de devenir clean, pour ne plus avoir besoin de prendre des drogues pour essayer de se traiter peut-être avec un psychologue. Il va se passer vraiment beaucoup de choses, mais ça, c'est comme en gros la prémisse de ce roman-là. C'est tout petit. Je veux pas vous en dire trop. Je veux pas... Tu sais, il y a des choses qui vont se passer qui m'ont vraiment touchée, donc je veux pas divulgacher rien. Mais ce roman-là, c'est quelque chose qui fait vraiment mal. C'est un roman où on suit la misère d'un gars qui va mal, puis qui est pris dans des addictions difficiles, puis c'est difficile de s'en sortir, puis c'est difficile de parler, puis c'est difficile d'être soutenu. Puis il y a des gens qui essayent du mieux qu'ils peuvent, il y a des gens qui veulent pas vraiment l'aider, il y a des gens qui ne savent pas comment l'aider. Donc il y a tout ça. Mais en même temps, il y a un petit quelque chose aussi de beau au travers de ce livre-là. L'amour va être vraiment important. Ça va prendre une grande place dans la vie de Lou Antoine. Puis, ça ne guérit pas, mais parfois, avoir quelqu'un qui est là, tout simplement, ça peut vraiment aider. C'est un roman qui m'a serré le cœur, là, tout au long de sa lecture. J'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu des frissons de tristesse. C'était vraiment comme ça va vraiment très, 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 très creux avant de peut-être pouvoir penser à aller plus haut, de retourner en haut. Les personnages sont touchants, les personnages qui sont autour de Lou Antoine. Lou Antoine lui-même, tu sais, t'as juste le goût de le prendre puis de faire un gros câlin puis de lui dire, tu sais, ça va être correct. C'est un ouvrage qui aborde les dépendances. C'est un ouvrage aussi qui est queer, des relations amoureuses entre garçons. Puis ça, c'est rafraîchissant parce qu'on voit pas ça souvent quand même. Ce sont deux thématiques qu'on lit peu. Donc, c'est un roman que j'ai trouvé très touchant. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais je vous avertirais que c'est pour cœur sensible. Parce que si vous avez des enfants, vous voulez définitivement pas qu'ils soient un Lou Antoine. Donc, voir ça avec un cœur de parent, c'est comme hautement terrifiant. Donc, voilà pour ma dernière lecture dont je voulais vous parler pour le mois de novembre. Quel joli mois! J'espère que le mois de décembre m'apportera d'autres super belles lectures. Sur ce, dites-moi quelle a été votre meilleure lecture du mois de novembre. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo à chaque samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.